Merci beaucoup pour cette présentation qui suscitera, je suis sûr, quelques réactions autour de cette table. Alors, les présentations, Xavier Barras, vous êtes le directeur innovation et technologie chez GS1. C'est l'organisme mondial qui propose aux fabricants et aux distributeurs de produits un langage commun pour favoriser la circulation de leurs produits. Pour aller vite, ce sont les fameux codes barres que tout le monde connaît. Le système des standards GS1, c'est quand même à travers le monde 1,3 million d'entreprises. Donc, c'est énorme. Pascal Descombes, vous êtes le directeur de la branche supermarché et proximité du groupe Shiver, avec plus de 160 magasins essentiellement situés dans le centre-est de la France, avec quelques incursions vers l'étranger, en Pologne, et bientôt au Tadjikistan, n'est-ce pas ? Et professeur François-André Allaert, vous êtes directeur médical à Seine Biotech, Seine Nutriments. Vous êtes le créateur et le titulaire de la chaire d'évaluation des allégations de santé à l'École supérieure de commerce de Dijon. Peut-être qu'en un mot, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette chaire, pourquoi vous avez trouvé la nécessité de la créer. En fait, cette chaire est la transposition en pratique d'une obligation qui est faite à tous les industriels du monde de l'agroalimentaire ou du complément alimentaire d'apporter la démonstration, la preuve de l'allégation de santé, c'est-à-dire du bénéfice que leur produit est censé apporter à la santé des personnes. Et jusqu'avant 2006, globalement, on pouvait marquer ce qu'on voulait sur une boîte. Et puis, peu à peu, la directive est entrée en droit français. Et aujourd'hui, eh bien, si l'on veut marquer que tel ou tel produit apporte un bénéfice pour la santé, il faut en apporter la démonstration scientifique. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on a fini par voir ce qui existait déjà en médecine, c'est-à-dire l'evidence-based medicine, se transposer dans le monde de l'evidence-based nutrition et peut-être aujourd'hui, finalement, de devenir de plus en plus large avec l'evidence-based marketing. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'enseigner. Merci, professeur. Xavier Barras, dont vous venez d'écouter attentivement Christophe Rebourg. On reprend, c'est ça le slogan de Carrefour, la simplicité a de la valeur. Est-ce qu'à force de technologie, on n'en oublie pas l'humain ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vaste question pour commencer. Je crois que la démonstration a été faite. C'est que la technologie, même si je crois qu'on a beaucoup parlé effectivement d'Internet, de mobile, je crois que ce que je retiens en fait de cette technologie, c'est qu'elle raccourcit entre guillemets les distances. Alors pas encore les distances de livraison, c'est un peu compliqué, mais les distances entre vendeurs, acheteurs, consommateurs, producteurs. Donc pour moi, c'est ça l'un des gros changements. Ceci étant dit, le commerce reste le commerce, et on le voit bien sur Internet, les enjeux de satisfaction. Moi, à titre d'exemple, j'étais en discussion avec la DGCCRF. La majorité des plaintes aujourd'hui sur le e-commerce vient du non-respect des engagements de service annoncés sur les sites. Et donc, ça, c'est pas la technologie. C'est vraiment la capacité du marchand, du commerçant sur le net de répondre et de garantir qu'il s'engage sur les services qu'il propose, que ce soit les délais de livraison ou sur la correspondance entre, par exemple, le produit commandé et le produit livré. Donc oui, la technologie permet des choses, mais le commerce, je rejoins complètement, le commerce reste le commerce. Alors, vous suivez quand même, de par votre fonction, de très près toutes les nouvelles innovations en matière de technologie. En quoi ça a vraiment transformé l'usage et comment ça peut encore transformer dans les années à venir, si vous pouvez faire un peu de prospective ? Je vous demande beaucoup. Oui, question très ouverte. Qu'est-ce que ça peut changer ? Ça change beaucoup de choses. Je pense qu'on parlait aussi dans la journée d'organisation. Moi, je pense que c'est aussi un peu l'intitulé de la table ronde. Ce qu'on constate, parce que nous, on travaille donc depuis 40 ans en GS1 sur la mise en place finalement de ces technologies d'information dans le monde du commerce. On a commencé avec le code à barre pour accélérer le passage en caisse, puis après la dématérialisation de tous les documents commerciaux entre fournisseurs et distributeurs. Et maintenant, effectivement, on est associé à toutes les réflexions et toutes les démarches qui visent aussi à finalement intégrer le consommateur dans cette relation digitale. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que ça bouleverse pas mal de métiers. Je vais en prendre un à titre d'exemple parce que c'est difficile de tout prendre, mais on parlait un tout petit peu en introduction de marketing.
On parle beaucoup de packaging, beaucoup d'efforts qui sont faits sur le packaging. On parle côté magasin de merchandising, comment je mets en avant mes produits. Tout ça, c'est à réinventer dans le monde du e-commerce. Parce que aujourd'hui, si vous regardez, je ne vais pas être critique, mais on peut faire un constat assez rapide. La plupart des magasins, les sites de e-commerce sont très proches finalement des magasins physiques. On essaie de reproduire le rayon tel que le consommateur a l'habitude de le voir quand il est dans son magasin préféré, son supermarché ou son hypermarché. Qu'est-ce qu'on fait côté produit? On se borne aujourd'hui souvent à reproduire la photo du packaging telle qu'on la trouve, effectivement, telle que le consommateur la voit dans le magasin. Si on se projette un peu plus loin, et c'est déjà vrai pour certaines familles de produits et ça le sera pour d'autres, on reproduit en fait l'expérience du consommateur en magasin dans un environnement e-commerce. On peut très bien imaginer demain que finalement le consommateur devra de moins en moins ce référentiel magasin. Et donc il faut réimaginer le marketing. Nous, on parle de la réalité digitale du produit. C'est dans le monde digital, c'est-à-dire que dans le produit demain, il ne sera plus matérialisé par juste la photo de son produit, de son packaging, mais par des données, par des informations qui vont permettre aussi, côté commerçant, à proposer des rayons qui sont adaptés au profil, aux habitudes d'achat ou aux volontés d'achat du consommateur. Donc on va s'éloigner beaucoup des modèles qui sont actuellement connus, de voir effectivement comment je réinvente, comment j'imagine le marketing digital de mon produit, comment j'imagine le merchandising de mon magasin sur Internet. Voilà, tous ces enjeux qui posent beaucoup de questions, je dois le dire, aux grands industriels, mais aussi aux grands distributeurs. Et notamment, on l'évoquait parce qu'il y a une des raisons très simples aujourd'hui, c'est que même si ça progresse, ça reste encore une part marginale de l'activité de la plupart de ces acteurs. Je me tourne vers Pascal Descombes. Ce qui est intéressant, c'est que vous assumez le fait de vous tenir à l'écart du e-commerce. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Alors d'abord parce que c'est un choix de concept en magasin. Aujourd'hui, on a décidé ce que vous disiez à l'instant, c'est d'identifier réellement les besoins de nos clients. Aujourd'hui, en tout cas pour notre part, au niveau des supermarchés alimentaires que nous pilotons, on a fait le choix de développer un certain nombre de rayons, de produits, et entre autres, ce qu'on appelle chez nous les métiers, les rayons traditionnels. Et quand vous regardez aujourd'hui la part des rayons traditionnels sur Internet, elle est, mon Dieu, très modeste, voire inexistante. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce besoin-là, clairement, dans la vente ou la distribution de nos produits. D'autre part, c'est un vrai choix. C'est un choix de réassurance et de remettre l'homme au cœur du magasin, de mettre le client au cœur du magasin, mais dans la relation avec nos collaborateurs. C'est comment, dans mon magasin, je suis capable, à l'écoute de mon client, de savoir y répondre. Comment, en étant en magasin, je suis capable de découper exactement le bon produit comme le client l'a réclamé. Comment, dans mon magasin, je suis capable d'apporter une solution. Alors, vous me direz, on pourrait peut-être le faire sur Internet, peut-être. Je ne suis pas certain à ce niveau-là. Puis d'autre part, on a une implantation rurale. Aujourd'hui, on ne va pas opposer l'urbain et le rural, mais globalement, c'est plutôt une réalité. Quand on regarde tous les dispositifs de e-commerce ou de commerce connecté, je préfère plutôt que ça, parce que cette appellation plutôt que de e-commerce. Pour la grande distribution, c'est quoi aujourd'hui? C'est le Drive, c'est Amazon, pour le citer, pour le non alimentaire. Ce sont ces groupes de magasins. Aujourd'hui, le client rural, globalement, a peut-être une nécessité différente de gérer son temps. On se rend compte qu'en milieu urbain, faire les courses, c'est souvent une corvée. Vous mettez un temps souvent mesuré en heures pour aller faire vos courses. En campagne, cette problématique, vous ne l'avez pas. Donc, globalement, il n'y a pas de besoin. Donc, on ne va pas créer un besoin qui n'existe pas. Et puis, pour y revenir, puisqu'on l'évoquait, il y a aussi des réalités économiques derrière. Est-ce que le e-commerce est rentable aujourd'hui? Je pose une question. Je n'ai pas forcément la réponse, parce que j'y suis pas. Mais je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, et des fois, j'ai des doutes quand même. On parle par exemple beaucoup du drive. Vous n'en faites pas? On ne fait pas de drive, on ne fait pas du e-commerce. Et vous êtes sceptique sur ce modèle? Le drive, je viens d'en parler à l'instant. Un client qui aujourd'hui va faire 20 minutes pour aller à son drive, c'est le temps qu'il va passer pour faire les courses dans mes magasins. Donc, est-ce que le gain de temps sera là ou pas? Je ne sais pas. Après, il faut être pragmatique. On a parlé de ça tout à l'heure. Un client a deux types d'achats. Aujourd'hui, je pense. On a ce qu'on appelle les achats corvées. Les packs d'eau, les packs de lait, tous ces formats qui sont récurrents et qui régulièrement vous embêtent, qui sont lourds à porter, même dans les caddies chez Carrefour. Alors chez Carrefour, le problème, c'est que les gens oublient les sacs.
C'est ça la grosse difficulté du dispositif. Donc il y a ces achats corvée-là, et puis après il y a l'achat plaisir. Et aujourd'hui, je pense que quand vous achetez un certain nombre de produits dans les magasins, vous avez besoin de cette relation-là, vous avez besoin de cette réassurance du produit, de l'histoire du produit. Et nous, dans nos concepts de magasins, on a créé un certain nombre de filières qualité particulières, et entre autres approvisionnées localement, puisque nous, on est bourguignon franc-comtois à la base. Donc, pour exemple, dans nos magasins, on ne vend que de la vache charolaise, née, élevée, abattue en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc, on pense que ça, c'est de la réassurance pour le client. C'est un besoin dans nos territoires, puisque c'est un produit qui est connu, local. Et puis derrière, nos vendeurs doivent être capables de vendre ce produit-là. Et raconter l'histoire de ce produit-là, de l'éleveur qui est derrière, c'est des fois plus compliqué sur Internet. Et puis le petit conseil du dernier moment sur Internet, c'est des fois aussi un peu compliqué. Voilà. Voilà. Et donc Drive, pour l'instant, on n'en sent pas le besoin. On a un regard attentif, par contre, sur ce que pourrait amener des sites de e-commerce, mais dans le prolongement de nos magasins physiques. Aujourd'hui, on a des supermarchés qui font à peu près moins de 2000 m². C'est modeste. Ça nous permet de vendre que de l'alimentaire aujourd'hui. Demain, pourquoi pas rajouter sur ces magasins-là une extension de gamme qui serait toujours livrée dans nos magasins. Le client y aurait accès depuis Internet et on pourrait le livrer soit dans des relais colis dans nos propres magasins. D'ailleurs, on n'est pas sur Internet, mais on sert les gens qui sont sur Internet, puisque dans mes magasins ruraux, j'ai des points retrait. Donc je vends des produits qui cheminent d'Amazon, de mes collègues et concurrents, Carrefour Online, tout ce qu'on veut, et ça marche très fort en campagne. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un besoin pour les gens en monde rural de disposer de gamme large. Internet a ouvert un choix absolu aujourd'hui. Vous avez besoin de produits spécifiques quand vous êtes à Moulins-au-Gilbert, dans le Morvan. Première zone urbaine est à peu près à 100 km, et encore c'est une ville modeste. Il faut aller à Paris pour trouver quelque chose, c'est impossible. Donc aujourd'hui, Internet ouvre un choix absolu. Bon, par contre, on disait à l'instant, c'est la qualité de la prestation qu'il peut y avoir derrière. Et effectivement, moi qui suis dans les points relais, donc l'élément terminal, la relation conflictuelle, c'est moi qui la gère. Et là, c'est très important d'avoir une qualité de relation, encore une fois. Concernant le discours de preuve, professeur Alaert, donc le consommateur 3.0, est-ce qu'il est mieux informé? Est-ce qu'il va chercher plus l'information? Parce qu'on a un peu le sentiment que c'est contradictoire. À la fois, on peut lire tout et n'importe quoi sur un produit, mais en même temps, on a à sa disposition beaucoup d'éléments d'information. Je crois effectivement, et notamment dans le domaine de la santé, que les gens vont très facilement, enfin tout le monde maintenant a le réflexe d'aller sur Google ou autre moteur de recherche pour aller regarder ce qui se dit. Alors bien sûr, dans ces domaines, on y trouve un petit peu le bon grain et l'ivraie, tout mélangé, mais enfin il y a de plus en plus de sites qui font référence. Et puis, en matière d'allégations de santé, eh bien, il y a des sites officiels sur lesquels les gens peuvent aller pour vérifier si oui ou non tel ou tel produit a bien l'allégation. Alors les allégations, effectivement, il y en a assez peu de produits qui en ont, mais peut-être ça ferait d'ailleurs une transition, c'est parce que les gens ont, lorsqu'ils vont sur un site internet acheter un produit, ils ont bien sûr un peu peur d'avoir des succès d'année ou des produits qui ne sont pas la réalité. Et c'est un peu ce qu'on a reproché aux produits, et ça a été jusqu'aux médicaments, qu'il y a des faux médicaments sur internet, mais il peut y avoir aussi des faux compléments alimentaires ou des allégations fallacieuses ou tendancieuses ou qui laissent croire, etc. Et peut-être que là, ça serait effectivement la nécessité pour que les gens continuent d'avoir confiance dans le modèle, parce que je pense que le modèle du e-commerce a une faiblesse potentielle, c'est la confiance. Une confiance, on met longtemps à la gagner, on peut la perdre très vite. On a vu à un moment tout ce qui s'était passé, à un moment une chute complètement, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, où brusquement les gens ont plus confiance dans les modèles de carte bleue, etc. Et ça a cassé ce modèle-là. Eh bien, on pourrait avoir brusquement une vague de fonds très importante en disant, attention, on achète, il suffirait de 2-3 scandales d'achat sur du e-commerce et brusquement, les gens reviendraient en arrière, très fermement. Et donc, on pourrait, par exemple, imaginer que sur les produits, avec des systèmes un peu de code barre, comme vous l'évoquiez, on puisse facilement scanner ou screener, ou comme vous voulez, le produit pour voir si effectivement il correspond à un produit qui a une allégation de santé officielle. Donc faire un lien entre cette DGCRF ou l'EFSA.
Voilà, je pense que c'est très intéressant de prolonger cette question. La notion de sécurité, ça c'est quand même très important, notamment pour les transactions. Et ça, je pense que vous y faites attention. Oui, alors c'est effectivement un des travaux que l'on mène, notamment avec les marques, mais aussi les enseignes. Il y a un nouveau règlement qui s'est imposé le 13 décembre de l'année dernière, notamment sur l'obligation sur les sites de vente à distance de fournir la même information que celle présente sur les packaging. Et en fait, ça a mis en avant une chose très très importante qu'on ne voit pas toujours sur Internet et qu'il va falloir creuser au fur et à mesure, c'est la qualité de l'information dont on dispose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver de l'information, reprenons la boîte de Nesquik que vous évoquiez, vous allez trouver plein d'informations sur cette boîte de Nesquik. La question, c'est quelle confiance ou quel engagement, je dirais même plus loin, quel engagement y a-t-il derrière l'information auquel j'accède ? Parce que trouver des allégations, trouver effectivement, on a le même problème dans les avis consommateurs, un avis consommateur favorable ou défavorable, quelle est la réelle confiance que je peux avoir dans cette information ? Et donc tout le travail que l'on mène aujourd'hui avec les enseignes et les marques, c'est notamment de pouvoir à un moment donné identifier l'origine de l'information. Et après, c'est le consommateur qui choisit s'il a plus confiance, comme vous le disiez, en la marque elle-même ou en la DGCCRF ou au CALI ou un autre organisme qui est chargé de contrôler les produits. Je pense que ça va être critique. Et la deuxième dimension de sécurité, et ça je pense que on pourrait revenir sur une notion de confiance et de relation à la marque, c'est aussi pour les commerçants la nécessité à un moment donné, notamment les marketplaces, de faire un peu le ménage dans les produits qu'ils proposent. Parce que finalement, moi je compare un peu le monde du e-commerce ou le monde de l'Internet un peu à un Far West, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui peu de règles, même si il y a beaucoup de gens qui font des efforts. Et finalement, à un moment donné, si on veut garder la confiance en tant qu'enseigne, plus qu'en tant que marque, d'ailleurs, je considère, l'enjeu, ça va être à un moment donné aussi d'être capable d'où la question de ce matin que je posais aussi à Alibaba, d'être capable d'écarter de son référentiel, de son offre, finalement, des produits qui n'offrent pas une certaine garantie qui correspond à la confiance que veut proposer l'enseigne à ses consommateurs. Et donc là, il y a un vrai défi, parce qu'il y a la démarche volontaire et puis il y a aussi la difficulté parfois de tracer et d'authentifier les produits. Vous disiez, professeur, que le challenge pour les marketeurs, c'est de rendre belle la complexité. C'était l'expression que vous utilisiez. Si vous pouvez prendre le micro, qu'est-ce que vous entendez par là et en quoi ça concerne? En fait, c'est surtout la complexité et la vérité. En fait, le problème, c'est que les gens dans ce domaine sont un peu perdus, surtout dès qu'on va dans le monde de la santé, les niveaux de preuve, la compréhension des éléments de preuve devient assez ardu et difficile. Il y a donc des organismes qui sont chargés de les valider. Mais en fait, je pense surtout qu'on est en train d'évoluer vers un monde où c'est effectivement l'evidence-based marketing, c'est-à-dire que les gens veulent des preuves. C'est fini le monde d'une confiance qu'on avait avec, finalement, peut-être qu'on l'a encore avec le gars que l'on connaît dans le temps. On rentre dans le magasin, on le connaît, c'est quelqu'un qui était du village ou c'est le commerçant avec qui je travaille depuis des années. Quand je m'adresse sur un site internet, je connais rien, je le connais pas. En plus, je sais que c'est un gros méchant derrière qui veut me vendre plein de choses et me faire plein de sous. Donc, globalement, je peux avoir une restriction. Et donc, l'idée qui est effectivement que les individus aujourd'hui réclament le niveau de preuve et je crois un nouveau type de marketing. Alors les gens disent oui, mais on va finir, ça va être moins drôle le marketing. Moi je ne crois pas. Je crois que l'enjeu des marketeurs de demain et notamment des marketeurs du e-commerce, c'est de rendre belle, désirable la vérité. Christophe Rebourg. Oui, tout à fait d'accord. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà des exemples qui fonctionnent. Basé sur ce que vous dites exactement. Vous prenez la banque, par exemple. L'univers de la banque, en France, c'est un univers suspect pour nous, consommateurs. Et aujourd'hui, il y a des tests qui sont faits et la banque ING Direct arrive en tête de la relation client. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens n'ont jamais vu leur banquier. Mais quand ils déclarent, est-ce que vous sentez finalement que votre banquier est présent au quotidien pour vous aider ? Eh bien, les gens disent oui. Ils ne l'ont jamais vu. Ils déclarent qu'ils ont le sentiment qu'il y a plus de présence de ce banquier qui est à distance parce qu'il fait quoi ce banquier à distance ? Ils ne l'ont jamais vu physiquement, mais il a fait la preuve qu'il avait fait attention à ce dont ils avaient besoin. À quel moment on avait besoin d'être aidé, à quel moment il fallait ouvrir un plan épargne, à quel moment finalement il fallait faciliter une transaction. Donc finalement, les gens sont pragmatiques, enfin on est pragmatique et du coup,
ils disent finalement, ils mettent plus que mon banquier qui est à côté de chez moi et qui malheureusement est fermé quand moi je suis ouvert. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que finalement, le digital fait entrer la notion de présence à distance. Et c'est pas parce que on va plus parler de relation que de présence physique, vous voyez. Et oui, cette relation, effectivement, c'est ce que vous dites, elle peut pas tricher. Il faut être là au bon moment. Et donc, il faut être honnête sur cette relation et finalement faire son métier. Et du coup, là, à ce moment-là, le support digital peut vraiment nous aider parce qu'il peut permettre d'aller beaucoup plus vite pour faciliter finalement la vie des gens et faciliter sa vie de commerçant aussi, dans l'autre sens. Donc, moi, je pense que si on est honnête, comme vous dites, et qu'on entretient bien cette qualité de relation, tout d'un coup, là, l'activité digitale peut être vraiment intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des points physiques. Ce que vous disiez, c'est qu'à un moment donné, faut venir chercher un produit, il faut venir chercher de l'argent, de la vraie argent, vous voyez. Donc, mais ces moments-là, il faut qu'il se soit une juste proportion dans l'ensemble de la chaîne de la relation. Pascal Descombes, pour l'instant, on l'a bien compris, vous vous tenez à l'écart du e-commerce, mais vous n'en faites pas une position de principe en disant jamais. Vous dites le modèle, le paradigme peut évoluer en fonction des besoins du consommateur. Nous disons pourquoi pas. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le modèle, peut-être économiquement, je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas rentable sur nos zones. D'ailleurs, je lisais hier soir une statistique qui disait que la croissance des supermarchés en France se faisait plutôt en milieu rural qu'urbain. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les drives ont cannibalisé cette part de marché. Donc, il y a un réel besoin. Aujourd'hui, le drive répond en ville à ce besoin-là. Au niveau de la ruralité, on n'est pas dans ces besoins-là. D'ailleurs, ça se voit au niveau des chiffres d'affaires des sites drive. En moyenne, Auchan Drive, je vais prendre Auchan puisque c'est un de nos partenaires, c'est 6 millions d'euros par unité. Et on va prendre un de nos concurrents, parce que je vais en citer qu'un. Je vais citer Intermarché. Les drives, qui sont à peu près sur les formats des magasins similaires aux miens, c'est 300 000 euros. Donc 300 000 euros de drive sur un supermarché qui fait 10 à 15 millions, c'est quand même assez modeste. Créer une structure pour ça, c'est assez modeste. Par contre, ça reste pour moi quelque chose d'intéressant, parce que vous parliez juste à l'instant de quelque chose qui me paraît fondamental dans cette notion de e-commerce, c'est la gestion du temps, de l'espace. Et je pense que l'e-commerce répond à ça. Intermarché, pour citer un autre concurrent encore, vient de créer il y a peu de temps des points de retrait et des casiers de retrait, avec des casiers de retrait qui sont pour le PGC, pour le produit frais, pour le surgelé. Et là, je trouve que c'est une initiative intéressante, parce qu'on met à disposition du client sur un point physique des produits qu'il va pouvoir retirer, mais il y a toujours cette relation physique avec le point de vente. Un soir, je ne suis pas disponible, à 22h, j'ai besoin de faire mes courses parce que je suis occupé, j'y trouve une solution. Voilà. Bon, nous globalement, Shiver et ses supermarchés bien, on est parti aujourd'hui d'une base qui est d'abord de construire une relation de confiance efficace avec nos clients. Et à partir de cette relation de confiance, pourquoi pas aller sur Internet. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre les chevaux avant la charrue, et la charrue avant les chevaux. Et voilà, donc tant qu'on n'aura pas ces fondations solides, on pense que voilà, c'est pas la nécessité aujourd'hui et c'est pas l'urgence, et on veut construire une autre relation. Et si l'on s'arrête sur l'exemple du drive, il y a aussi un défi logistique, c'est que pour l'instant l'expérience client, je ne sais pas si vous êtes vous des consommateurs et des acheteurs en drive, en tout cas il arrive bien souvent qu'on arrive au drive et sur la liste qu'on avait commandée, il manque 3 ou 4 produits, ce qui fait qu'au final on doit retourner dans le magasin physique. Ça c'est un vrai défi logistique. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que Xavier Barra en pense. Pour rebondir, il y a eu plein de tentatives qui ont été faites commercialement et qui ne fonctionnent pas très bien aujourd'hui. Puisqu'on se rend compte, on s'est dit, globalement, on va mettre des supermarchés avec du produit frais à côté des drives. Et globalement, les clients qui vont, à un moment donné, aller chercher leurs courses au drive vont s'arrêter et rentrer dans le supermarché pour aller chercher les produits frais. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas tellement. Puisque globalement, le drive doit être situé sur un endroit de passage, qui rend service souvent aux clients sur un axe, et généralement, c'est un moment où il n'a pas le temps. Donc, il ne va pas s'arrêter pour sortir, pour aller dans le magasin de produits frais. Voilà. Aujourd'hui, et puis après, il y a un vrai défi logistique aussi. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en France, il y a 3 types de drive, 2 modes de fonctionnement, on va dire le picking store, c'est-à-dire
Le fait pour un collaborateur du magasin d'aller chercher les produits dans les rayons et après de les préparer pour le client et après de lui rendre à disposition. Et puis les fameux drive entrepôts, alors solo ou accolés comme on veut, qui sont vraiment des structures indépendantes et où là vous avez réellement un entrepôt qui est différent. Il y a deux approches différentes. Il y a des nombres de références qui sont très variables. Aujourd'hui, un drive classique moyen, il a entre 8 et 10 000 références. Super U avec ses courses U monte à pratiquement 14 000, donc vous voyez qu'il y a un écart. Et que derrière, la vente de ces articles-là est quand même concentrée sur un certain nombre de références bien précises. Voilà. Oui, des défis logistiques, parce que c'est ce que vous évoquez, il y a différents modèles, avec une grosse difficulté. Pourquoi il y a différents modèles? Parce que ça dépend des implantations des magasins, ça dépend des volumes. Finalement, tant que les volumes sont faibles, le picking en magasin est sans doute la meilleure solution. Et puis, quand les volumes augmentent, il faut effectivement être capable d'avoir des structures dédiées. C'est vrai que la logistique est un gros défi, mais je vais juste rebondir sur la notion de service. Et d'innovation, c'est-à-dire qu'effectivement, le gros enjeu, c'est qu'on peut faire du drive, mais la question, c'est est-ce qu'on fournit le service qui est attendu par le consommateur? Et c'est exactement le problème du e-commerce, c'est-à-dire que si je fais mes courses, et on a pas mal débattu de ça avec un certain nombre d'enseignes, parce que voilà, j'ai du monde le vendredi soir et j'attends récupérer mes courses le vendredi matin et que manque de peau, il manque un ou deux ingrédients dans ce que j'ai prévu de préparer le soir. Voilà, l'expérience consommateur n'est pas au rendez-vous. Ceci étant dit, je pense que le drive, on l'a bien vu et on continue à le voir. Alors c'est aujourd'hui une source de croissance par rapport à certains autres formats qui stagnent. Moi, je vais quand même tenter de dire aux commerçants de continuer à innover parce que peut-être que le modèle n'est pas exactement celui-là. Peut-être qu'il faut penser un peu différemment l'omnicanal, le cross-canal, on l'appellera comme on veut. Mais il faut continuer à innover parce que c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a différents moyens, on en a vu un avec le caddie, d'améliorer le service au consommateur, mais ce qu'il ne faut pas se tromper, encore une fois, c'est que voilà, le service proposé doit être le service rendu, il ne doit pas y avoir de décalage. Et si on parle des produits frais, par exemple, le problème, c'est que le consommateur, il perd un petit peu la main quelque part sur, par exemple, une chose toute bête comme la date de péremption. Est-ce qu'il peut le vérifier sur Internet? Jusqu'à présent, à ma connaissance, pas vraiment. Alors, je ne suis pas le spécialiste. Je ne crois pas. On a bien compris. Je crois qu'il y a des garanties de date. Il doit y avoir des garanties de date, je crois. Mais le problème est plus les produits bruts, en fait. Quand vous demandez à votre boucher, c'est un exemple que j'aime bien, de vous couper une pièce de vente particulière, là, il faut que le niveau de confiance soit absolu avec votre opérateur Internet pour voir exactement le morceau de viande tel que vous le souhaitez. Ça, aujourd'hui, je ne suis pas certain que par les biais existants, on y arrive. Après, et puis il y a la confiance sur la traçabilité, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est un des leviers importants. Aujourd'hui, une viande tracée, on vous la garantit, on est capable de vous prouver dans le magasin son numéro de lot, etc. Quand vous l'achetez sur Internet, je ne suis pas sûr que vous ayez ce niveau de traçabilité, quoi. Ceci étant, dans les magasins réels, ça n'empêche pas certains scandales sanitaires comme du cheval dans le bœuf, par exemple. Par exemple, l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Il peut y avoir des crises sanitaires comme celle que vous venez d'expliquer. C'est possible. Mais en tout cas, c'était un problème industriel, je crois. Donc la marque aurait pu être aussi bien exposée dans les magasins physiques que dans les magasins Internet. Donc c'est plutôt un problème lié, si vous voulez, à la marque, à la confiance qu'on peut avoir, au niveau de traçabilité qu'il y avait dans cette maison, plutôt qu'au mode de commercialisation lui-même, quoi. Juste peut-être un complément, si je peux me permettre. Permettez-vous. Voilà. Donc sur les dates, effectivement, il y a certaines enseignes qui s'engagent sur leur site. Mais là, de toute façon, quand vous faites les études, le consommateur, il est clair là-dessus. C'est que si une seule enseigne en profite pour livrer de la date courte, parce que le consommateur n'a pas accès à cette information sur Internet, c'est fini, quoi. L'expérience consommateur, elle est suffisamment mauvaise pour que l'enseigne perde des points. Non, je voulais juste revenir sur la logistique parce que ça m'a fait penser à un exemple. Qui sort de l'alimentaire, mais je pense qu'il est intéressant de le partager avec vous. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller dans un magasin Decathlon ou d'utiliser l'omnicanal de Decathlon. Donc Decathlon, en fait, est en train de généraliser le marquage, alors plus en code à barre, même s'il y en a encore, mais a mis en place une petite étiquette qui s'appelle la RFID, donc c'est des genres de code à barre électroniques. Et grâce à ça, en fait, non seulement ils améliorent l'expérience consommateur en magasin, mais ils ont une vraie logique d'omnicanal, c'est-à-dire que
grâce à ces étiquettes électroniques, ils ont un inventaire quasi hebdomadaire de leurs produits. Et donc, ils peuvent s'engager à la fois sur la disponibilité des produits, si on veut venir les retirer en magasin, à la fois sur la disponibilité des produits, si on veut les commander sur le net. Je crois que c'est un des exemples, sans doute, les plus performants en France, d'avoir pensé l'omnicanal sur tous les axes, c'est-à-dire c'est l'offre, c'est l'ergonomie, mais c'est aussi une logistique sans faille. Je le disais en introduction, mais je pense que je pourrais le répéter à l'infini. Voilà, aujourd'hui, le gros enjeu pour le e-commerçant vis-à-vis du consommateur, c'est la logistique. Et donc, il y a des moyens qui existent. C'est du digital et c'est au service, effectivement, encore une fois, d'une stratégie de marque et d'enseigne. Là, on parle de produits finalement de consommation sans valeur ajoutée au sens, alors, je ne dis pas la qualité, hein, bien sûr, mais en termes de santé ou autre. Mais dès qu'on rentre dans les domaines de la santé, les gens ont des attentes beaucoup plus fortes, puisqu'ils achètent un produit pour qu'il modifie leur organisme, ou qui leur apporte finalement un mieux-être ou un bien-être, etc. Et on a besoin de plus en plus quand même que sur les sites Internet figurent les référentiels. Ça veut dire que lorsque on achète une margarine allégée, est-ce que c'est vrai ou non qu'elle l'est ? Est-ce qu'il y a la preuve qu'elle l'est ? Est-ce que le bénéfice a été démontré scientifiquement qu'en allégeant la margarine, effectivement, je vais avoir tel ou tel avantage parce qu'elle est enrichie en oméga, etc. Et je crois qu'il faut vraiment essayer d'apporter au consommateur cette information, parce que quand la personne, si vous voulez manger, entre guillemets, le marché un peu, puisque c'est la grande tentation des supermarchés, de vouloir manger, par exemple, une partie du marché des pharmaciens, quelque part, hein, on va se parler franchement, je suis les deux, eh bien, il va falloir quand même qu'il y ait une véritable fourniture d'informations réelles. Parce que sinon, effectivement, l'avantage que vous n'aurez pas sur Internet, c'est que lorsque j'ai le praticien ou des spécialistes devant moi, eh bien, ils répondent à mes questions. Et que sur Internet, il va falloir trouver des échanges techniques qui permettent d'apporter des réponses avec une véritable interactivité dans ces domaines. Il y a un bon exemple qui est un peu plus tolérant que celui de la santé, mais c'est la FNAC. Vous voyez, la FNAC, l'histoire est intéressante à regarder parce que au travers des 3 R de la FNAC, finalement, on a les 3 étapes finalement de la relation client. Il y a la FNAC où à l'époque vous y alliez et vous, si vous étiez un dingue de musique sur les Rolling Stones, vous avez le vendeur qui connaissait tout sur les Rolling Stones, donc il en savait plus que vous d'ailleurs. Donc vous alliez le voir en se disant c'est extraordinaire, c'est un puits de science et il vous faisait découvrir des disques rares. Et puis ça s'est arrêté parce que finalement le client allait à la FNAC et il en savait plus que le vendeur grâce à Internet. Et si vous voulez, il n'a pas changé le client et le vendeur, il n'a pas changé. En fait, ils n'ont pas changé. C'est juste qu'Internet a donné accès à de la connaissance qui intéresse le client. Et donc, s'il adore les Rolling Stones, il sait tout sur les Rolling Stones et grâce à Internet, il en sait plus qu'avant. Et du coup, 3e ère de la FNAC qui est en train de se redresser. D'ailleurs, vous voyez au niveau des chiffres, hein, c'est éloquent. Hein, donc, c'était très haut, ça a chuté et c'est en train de remonter. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont créé un système de relations où ils se servent d'Internet pour valoriser le rôle de chacun, c'est-à-dire dégrossir au maximum ce que peut faire le client, comme disait tout à l'heure WeShare, c'est du travail que finalement vous confiez au client, donc c'est pourquoi pas, si ça l'intéresse, allons-y, mais vous valorisez votre vendeur, et quand votre client vient vous voir en magasin, vous avez déjà installé une relation qui fait que vous allez mieux cibler ses produits, vous savez ce qui l'intéresse, il peut réserver à l'avance, et ainsi de suite. Et il y a besoin d'Internet, et il y a besoin des vrais magasins. Le client est content et le vendeur est valorisé. Vous voyez, donc il y a là un mécanisme vertueux qui se sert bien de l'ensemble des éléments. Alors, est-ce que le consommateur 3.0, qui est très bien informé, n'est pas parfois, je vais oser le terme, trop informé ou croit être mieux informé qu'un médecin et qu'on a un risque où on est 60 millions ou 70 millions de médecins qui savent mieux que le médecin et donc, est-ce qu'il n'y a pas un excès du savoir sur Internet quelque part ? On peut toujours, oui, mais ça existait déjà avec les encyclopédies médicales. Le gars qui débarquait dans le cabinet en ayant lu l'encyclopédie médicale et qui, alors, l'avantage, l'accès va un peu plus vite, mais ce type de profil, il existera toujours, et je crois qu'il représente globalement 5% à peu près des gens. Non, sauf que c'est plus facile maintenant l'accès, on n'a plus besoin d'avoir une encyclopédie. Voilà, et puis on médicale. peut le faire devant le médecin directement sur son téléphone portable, ce qui est relativement agaçant, faut reconnaître.
Bon, mais par contre, c'est vrai, ce que je voudrais rebondir ce que vous disiez tout à l'heure, c'est en fait, je ne crois pas que l'Internet va supprimer la relation. S'il veut l'Internet, l'e-commerce, je crois, veut perdurer dans le temps, au-delà d'un effet d'engouement, eh bien, effectivement, il va falloir que les gens retrouvent dessus une relation humaine que permet effectivement l'Internet, indépendamment de la distance à laquelle est l'interlocuteur. Et peut-être que justement cet Internet dont on a très peur qu'il est une source de destruction d'emplois, finalement pour les vendeurs, pourrait peut-être le redevenir, puisque peut-être que la demande des consommateurs, c'est d'avoir un interlocuteur réel le plus rapidement possible, certes à distance et à n'importe quelle heure. Bien sûr, on parle beaucoup du spectre de l'arrivée de big players dans le marché alimentaire que sont Amazon, éventuellement Google. Est-ce qu'on doit trembler ? Comment vous regardez l'arrivée potentielle de ces mastodontes de l'Internet dans le marché alimentaire ? Je ne sais pas qui veut réagir. Ils sont déjà arrivés. Hein. Oui, mais peut-être pas à une échelle. Non, pas à une échelle. Enfin, aujourd'hui, je crois que Amazon propose des abonnements sur les couches, aux ménages, aux familles, des prix défiant toute concurrence. Donc, c'est une réalité. Après, encore une fois, nous, Shiver, en tout cas, est placé sur le marché alimentaire, qui est quand même un marché de besoins redondants, hebdomadaires. La fréquence devenue nos clients, c'est quand même pratiquement toutes les semaines. Et on a une grande chance, c'est qu'on vend beaucoup de produits frais. Et certains produits, comme une salade, l'acheter sur Internet, je ne suis pas certain que ce soit pour tout à fait demain. Alors après, il y aura peut-être des mécanismes qui permettront peut-être à un producteur de venir la livrer chez vous, comme le lait dans certains pays. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est pas une menace en tant que telle. On y fait attention. Après, derrière, pour qu'Amazon fasse ça en France, pour que d'autres, Google par exemple, mettent ça en place sur notre pays, il faut des réseaux, il faut une logistique qui sera sans doute très coûteuse pour des produits qui ont aujourd'hui une valeur ajoutée relativement faible. Hein. Un paquet de pâtes, ça vaut moins d'€1. Acheter un paquet de pâtes sur Internet et pour le faire livrer à moins d'€1, quel est le coût derrière ? Et est-ce que ces modèles économiques-là derrière seront toujours rentables une fois qu'on aura impliqué tous les coûts de logistique induits. Aujourd'hui, un supermarché, il ne faut pas oublier, hein, je le dis toujours, on fait quand même participer le client. C'est lui qui vient se servir dans les rayons du magasin, il participe. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage qu'il ne paye pas moins cher dans nos magasins que dans les drives. Puisque, à la rigueur, aujourd'hui, on le fait participer et il va payer le même prix, alors que sur le drive, aujourd'hui, on lui prépare tout. Est-ce que c'est logique ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un modèle écologique sans doute à voir. Voilà. Amazon, Google. La question est difficile. Je pense ça vous fait soupirer. S'ils y vont, il faut forcément se poser des questions. Je vais peut-être pas répondre parce que encore une fois, j'ai pas la réponse, c'est clair. Mais je vais juste prendre un exemple, un chiffre qui me revient en tête là, parce que on parle de deux gros qui sont Google et Amazon. C'est pas tout à fait le même contexte. Hein. Il y en a qui a un beau trésor de guerre, l'autre c'est un peu plus compliqué. Mais il faut savoir qu'en 2 ans, 3 ans sur le marché US, il y a une courbe qui s'est inversée, c'est la recherche d'informations produits sur le net. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, c'était 60-65% de recherche d'informations sur les produits, on revient sur ce que vous disiez, était fait en utilisant Google. Ben maintenant, c'est l'inverse. C'est 60-65% des recherches qui sont faites par les consommateurs sont faites en utilisant Amazon. C'est-à-dire qu'on parlait de Google comme hégémonique, on s'aperçoit en fait qu'à chaque fois, il y a un nouveau player qui arrive. Et c'est impressionnant parce que moi, ça m'interroge par rapport aux marques. Et je les invite à être très vigilantes et du coup très innovantes. C'est que finalement, comme on parlait d'Uber qui devient incontournable pour faire du taxi personnel, et du coup avec ses règles et ce qu'il impose, finalement Amazon est en train de prendre sur le marché US un poids considérable. Alors c'est pas forcément dans le commerce, c'est là où tout se mélange, c'est pas forcément dans le commerce, mais c'est aussi un peu dans le marketing, dans le merchandising, dans la publicité. C'est-à-dire que ça devient un acteur incontournable de la relation entre la marque et le consommateur. Et donc là, je vais juste un petit peu parler quand même de ma casquette GS1 et de la notion de standard. Et c'est pour ça que nous, on travaille dessus, c'est qu'on considère que il faut que chacun puisse s'exprimer et chacun puisse échanger avec qui il veut et qu'il n'y ait pas de grands acteurs qui imposent des règles
aux marques et demain aux enseignes, puisqu'on le voit même sur Amazon, hein, certaines enseignes sont obligées de passer par Amazon ou par Fnac ou par d'autres, hein, je ne vais pas encore cibler en particulier, pour faire du commerce et pour toucher ses consommateurs. Donc voilà, donc ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand ils arrivent et quand ils débarquent, ils ont une capacité d'action qui doit forcément poser question. Et je reviendrai à ce qu'on a vu notamment dans la table ronde précédente qui m'a semblé intéressant, c'est que voilà, continuons à innover. Le commerce peut tirer parti de l'Internet sur différents modèles. Il y en a sans doute d'autres à inventer que ceux qu'on connaît. On a vu la ruche qui dit oui, on en a vu d'autres. Il faut continuer voilà, sur le service aux clients parce qu'effectivement, quand ça va débouler, ça déboule avec beaucoup de chevaux derrière ou devant. On prend l'exemple que vous citiez. Concernant, on a parlé ce matin, Christine Balaguet a parlé du big data, même du huge data, les données numériques que peuvent exploiter les grands distributeurs, c'est quand même un outil efficace pour faire ce que vous appelez de vos voeux, mieux comprendre, mieux cerner l'attente des clients. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, clairement. Par contre, je pense qu'il faut le regarder complètement à l'envers. C'est ce sujet, mais regardez à l'envers. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que les données les plus intéressantes pour faire du vrai bon commerce et donc du vrai bon e-commerce quand il y a besoin, c'est de partir de données qualitatives que l'on essaie de mesurer à une échelle plus quantitative. Et aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans l'ère où on regarde ça d'un point de vue quantitatif et on essaie de voir comment ça... Et c'est hors sol, hein, vous voyez, comment ça s'accroche au sol de façon qualitative. Si vous retournez le sujet, là, ça devient très intéressant. Et donc finalement, c'est des approches plus modestes, mais qui finalement sont beaucoup plus robustes dans la capacité derrière d'exploitation d'un point de vue entrepreneurial. Parce que enfin, le sujet que vous avez évoqué juste avant, c'est le sujet crucial de mon point de vue, c'est quelle est la capacité de ces entreprises à finalement créer des emplois. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs, qu'ils soient entrepreneurs de petites entreprises ou de grandes entreprises, parce qu'ils participent du paysage finalement de nos sociétés. Et là où il faut, à mon avis, être détendu mais vigilant, c'est face effectivement à ces grosses entreprises avec des fortes capacités de trésorerie et très peu d'employés. Parce que ça, c'est effectivement des modèles qui sont aujourd'hui dans l'énergie. Hein, voilà. Arriver Google sur le sujet de l'énergie, c'est un vrai sujet parce que elle est où la relation là ? Vous voyez, c'est dans le cas du commerce. Je dirais qu'à partir du moment où vous faites, vous prêtez attention à vos clients et vous dites il y a quand même des points de contact sur lesquels il faut du monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez, je prenais l'exemple de la banque en ligne, c'est parce que vous voyez peu vos clients que vous n'avez pas beaucoup de personnel. Parce que pour qu'il y ait vraiment une relation, il faut être en relation avec lui régulièrement, il faut voir ce qu'il fait, il faut échanger avec lui quand il a un problème. Même si vous le faites à distance, ça demande des employés, vous voyez. Quid des entreprises sans employés ? Et là, il y a un vrai challenge. Et du coup, là, je pense qu'effectivement, suivant les secteurs dans lequel on est plus ou moins vulnérable. Pascal Descombes, vous n'avez pas, vous avez beaucoup d'employés dans vos magasins. Vous n'avez pas besoin de ces traitements de données, de big data pour comprendre les attentes de vos consommateurs ? On les a et on est effectivement exposé au même problème que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire le traitement de la donnée en elle-même. On a la donnée, mais qu'en faire ? Est-ce qu'elle est pertinente ? Est-ce qu'elle va servir à quelque chose dans l'entreprise ? Est-ce qu'elle va servir aux clients derrière ? On archive tous les tickets de caisse de nos clients, on a des données marketing très performantes. Est-ce que derrière, ça va nous permettre d'offrir aux clients une valeur ajoutée dans son expérience dans le magasin ? Oui ou non ? Alors, on peut être tenté de le faire, de mettre beaucoup de gens derrière tout ça. Est-ce que derrière, il va ressortir quelque chose à la hauteur de nos efforts ? Je ne sais pas. En tout cas, on a les données. Est-ce qu'il faut bien les traiter ? Sans doute. Est-ce qu'il faut être pertinent ? Sans doute. Et est-ce que derrière, ça va servir, en tout cas aux clients, dans sa façon d'acheter dans nos magasins ou pas ? En tout cas, on se rend compte que ça nous permet quand même de construire, avec un certain nombre de dîners, une nouvelle relation client. Moi, je prends un exemple qui est toujours frustrant dans les magasins, c'est le SAV. Quand derrière, dans la relation, vous pouvez archiver tous les points de contact que vous avez avec vos clients, donc c'est un outil qui est quand même performant. Vous pouvez l'échanger, le mutualiser avec différents magasins. Donc là, c'est de l'Internet. Quand le client va revenir et que vous pouvez identifier le problème qu'il a eu et que vous pouvez pratiquement avoir un traitement sur mesure, moi, je pense qu'il y a un intérêt. Après, si c'est pour une action purement mercantile, c'est-à-dire que tu achètes 3 boîtes de petits pois et je vais t'en offrir une 3e, est-ce qu'il y a un intérêt sans doute de développer un chiffre d'affaires ?
c'est pas ce qu'on veut faire. Honnêtement, c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. Voilà. Avant de passer la parole à la salle, dernière réaction, envie de rebondir, ou on passe tout de suite au jeu des questions-réponses? D'accord, on passe tout de suite au jeu des questions-réponses. Très bien, donc il y a un micro qui circule dans la salle, donc toutes vos questions sont les bienvenues. Madame, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Céline Lenné du cabinet Alim Avenir. Merci beaucoup pour toutes ces visions donc sur l'e-commerce. On a parlé beaucoup du e-commerce en général. Je voudrais revenir sur l'e-commerce alimentaire. Donc on sait qu'en France, il n'est pas tellement développé. Si on met de côté le drive, souvent dans les enquêtes, on met dedans le drive, mais si on le met à part, il est moins développé que d'autres pays, par exemple comme le Royaume-Uni. Et quelles sont les perspectives que vous voyez justement pour le développement du e-commerce alimentaire en France ? Donc, est-ce que les consommateurs vont dépasser les obstacles qu'on connaît bien sur les frais de livraison, etc. Qui veut répondre à cette question ? Je vais juste tenter une réponse, mais encore une fois, je ne suis pas non plus un expert des chiffres et des marchés. Quand on compare notamment avec le Royaume-Uni, je ferai juste un bémol, et que vous évoquiez très bien, monsieur, c'est pas tout à fait les mêmes habitudes de consommation non plus. Donc je pense que ça joue quand même aussi dans la logique de l'évolution de ces marchés. C'est que voilà, les produits frais notamment, c'est encore un peu plus compliqué si je reviens à ma logistique, et dans l'offre voilà, qui est moins marketée et plus individualisée. Donc pour moi, c'est une des raisons. Mais encore une fois, je n'ai pas de chiffres et pas d'études complètes sur le sujet. Non, mais je partage tout à fait. Aujourd'hui, le rapport du français à la nourriture est quand même un peu différent de ce qu'on peut rencontrer dans les mondes anglo-saxons, en Allemagne en particulier. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure d'achat plaisir et puis d'achat corvée. Je pense que l'achat corvée, globalement, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est le drive. Le drive en France, c'est 5% de part de marché alimentaire. Donc, c'est pas énorme. Ça se développe un peu tous les ans. Mais on est passé, en 2 ans, on a doublé le nombre de points de drive aussi, donc c'est aussi proportionnel. Après, il y a encore une fois cette partie produits frais qui est importante, et je ne suis pas sûr que le client français soit encore prêt tout de suite, en tout cas avec les moyens actuels, de basculer. Donc je pense qu'il y aura un développement, on le sent, mais que sur une partie de l'alimentation, à mon sens. Une chose intéressante, le taux de pénétration des produits le plus important, c'est la volaille, mais la volaille élaborée sur le PGC aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un morceau de viande, c'est pas une tranche de jambon, c'est de la volaille élaborée. Étonnant, je pense que c'est plutôt assez révélateur du type de consommation que peut avoir aujourd'hui le client du drive. Voilà. J'adhère à votre idée, effectivement, de la consommation plaisir. On peut aussi la distinguer en fonction de la nature fraîche ou pas fraîche du produit. Enfin, je ne veux pas dire que les autres ne sont pas des produits frais, mais des consommations de longue durée. Et surtout, on est en train d'oublier aussi qu'il y a une grosse partie de la population qui avance en âge et que cette senior economy dont on parle souvent, elle a besoin de cette livraison. Parce qu'il y a le drive, mais il y a aussi simplement la commande sur Internet pour qu'on nous livre. Pour moi, le plus intéressant actuellement d'avoir le e-commerce, c'est de pouvoir passer la commande sur l'Internet et de la recevoir chez moi. Et pour beaucoup de gens qui avancent en âge, le port des paquets relativement lourds, c'est fondamental. Et à côté, comme vous le disiez, la volaille élaborée, mais c'est tout le marché des plats cuisinés. Ça, effectivement, je crois qu'il y a un marché énorme pour qu'on les livre à domicile. Alors par contre, c'est vrai, ça reconsomme du personnel, mais ça, je trouve ça assez bien. Moi, je suis chargé du développement économique de l'aglo, donc je ne veux pas dire du mal de ça. Et je crois que c'est là où ça va se jouer un peu, entre cette notion d'apporter. Parce que si je dois aller passer autant de temps aller le chercher dans mon drive, non, ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, globalement, c'est à des horaires qui vont me casser les pieds ou c'est aux horaires où tout le monde va aller, donc je vais finir par faire la queue et ça, je déteste. Christophe Rebourg ? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, on a appris pas mal de choses qui permettent de répondre à votre question. Moi, j'en vois 3. L'enseignement de la consommation en Chine. Ce qui motive l'achat sur Internet, c'est la qualité. Et ça, il faut faire attention parce que, mettez-vous à la place, voyez, des Bretons qui ont des problèmes de qualité de l'eau, avec énormément de nitrates dans les eaux. Je peux vous garantir que c'est un vrai problème que d'acheminer de l'eau que je peux boire. Vous allez, donc là, il y a un problème de qualité. Après, il y a un problème de rapport au temps. Et donc, effectivement, on a appris autre chose grâce à Ipsos, c'est que
ce qui s'appelle le snacking. En fait, en réalité, c'est une nouvelle structuration des repas. Peut-être pas pour nous tous. Moi, je suis d'une génération où je suis cadencé sur 3 repas. Mais par contre, comme j'observe les nouvelles générations, c'est clair qu'il y a une déstructuration de ce temps-là. C'est pas une déstructuration, d'ailleurs, c'est une restructuration. C'est-à-dire que c'est un nouveau rapport au temps. Et on observe des jeunes couples, même en milieu rural. Hein, et là, c'est pas une question de ruralité ou d'urbanité. Mais les modes de vie font que le couple ne mange pas ensemble le soir parce qu'ils ont des métiers qui fait qu'ils ne peuvent pas se retrouver ensemble. Donc la prise du repas se fait à d'autres moments. Donc le deuxième point, c'est le rapport au temps. Dans ces cas-là, le fait d'avoir accès à des plats ou de pouvoir réserver à distance rapidement pour consommer, c'est-à-dire d'avoir des moyens agiles pour pouvoir jouer finalement avec cette nouvelle structuration du temps, c'est important. Et puis troisièmement, effectivement, c'est le plaisir, c'est-à-dire que moi j'observe des gens qui sont en éloignement ou des personnes âgées qui ont envie d'avoir certains produits, leur permettre d'accéder à ces produits par l'acheminement ou de se faire plaisir avec des produits que je ne peux pas trouver. Donc moi, j'aime bien le charolais. Vous voyez, si je ne peux pas en trouver près de chez moi, et si j'ai une garantie de qualité bien coupée avec un bon boucher derrière, je suis peut-être prêt à passer à Internet, vous voyez. Donc je pense qu'avec ces 3 ingrédients sur lesquels on a eu pas mal d'éclairage aujourd'hui, il y a pour moi les clés potentielles de beau développement. Tout à fait. Autre question dans la salle, si vous voulez bien vous manifester. Alors je prends peut-être une question sur notre fil Twitter. C'est top numérique au service du bon commerce, exemple de Uber, quelle transposition pour l'agroalimentaire? Je ne sais pas si ça suscite une réflexion. Est-ce que Uber, ça peut se transposer? Alors, comme je suis à l'origine de ce petit cas là, Uber, c'est Uber qui est à l'origine. Donc c'est Maurice Lévy qui parle de l'ubérisation. C'est intéressant parce qu'en fait, en gros, le sujet c'est quels sont les commerces qui peuvent se faire, quelles sont les industries qui peuvent se faire ubériser. Et d'ailleurs, intéressant de lire dans le dernier numéro de Stratégie, Uber qui dit mais nous aussi on peut se faire ubériser, vous voyez. On n'est jamais à l'abri d'un nouveau concurrent, même Uber. Donc en fait, moi je pense que pour l'agroalimentaire, alors si je ne l'ai pas montré aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas cet exemple. Sinon, je l'aurais montré. Par contre, ce que j'ai voulu montrer là, c'est que quand vous faites des enquêtes sur qu'est-ce que les gens aiment bien dans Uber, ils aiment bien le fait que la voiture soit propre, que le chauffeur les traite bien, qu'il y ait des M&M's. Vous voyez, les M&M's dans Uber, c'est quelque chose qui remonte très très haut. On ne s'attend pas à ça au départ. On va se dire c'est du digital, c'est l'application. Pas du tout. D'ailleurs, sur l'application, les gens ne sont pas les plus satisfaits parce que souvent le chauffeur n'arrive pas tout à fait au bon endroit. Vous voyez, donc c'est intéressant. La vraie qualité de ce service-là, elle n'est pas fondamentalement dans le digital. Elle est dans une belle relation avec une expérience valorisante, valorisée. Eh bien, ça, si on le transpose à l'agroalimentaire, et justement sur ces indicateurs qui sont le rapport au temps, le rapport au plaisir et le rapport à la qualité, eh bien là, il y a des enjeux très intéressants pour l'industrie agroalimentaire. François-André Alaert. Oui, il y a des transpositions aussi que je trouve non souhaitables. C'est vrai qu'on a l'idée aussi des gens qui feraient leur petite tambouille d'un côté, la partageraient avec les internautes, etc. C'est assez sympathique, ça fait convivial, ça fait agréable. Enfin, d'un autre côté, s'il y a aucun, quand je vois les normes de contrôle qu'on impose à un restaurateur ou à un gars qui a le malheur de vendre des glaces en ville, etc. Et puis d'un côté, brusquement, on laisse les gens préparer leur nourriture dans des conditions, avec des produits, etc., et dans des conditions d'hygiène approximative et des produits de date péremptoire, sinon périmés, on va avoir quand même des grosses catastrophes. Enfin, je pense qu'il ne faut pas laisser là, parce que si on touche à l'alimentation santé, et n'oublions pas quand même que la première source de transformation du corps humain, c'est quand même ce qu'on avale. Si ce qu'on avale n'est pas bon, ça fait quand même un peu de dégâts. C'est vrai, mais là vous touchez le vrai sujet. Regardez toutes les startups qui sont devenues grosses, type Uber, Airbnb, c'est que des gens qui étaient aux limites de la réglementation, voire qui la dépassent dans certains pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font interdire dans certains pays. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis qu'ils y arrivent parce qu'à un moment donné, ils poussent les limites de cette réglementation. Donc, en fait, qui est à plaindre ou qui est attaqué? Est-ce que c'est malheureusement l'artisan qui est obligé de subir des réglementations qui sont plus importantes, ils le disent eux-mêmes, que ce qui est nécessaire? Ou est-ce que c'est le challenger qui vient un petit peu bousculer ce marché?
Alors, moi, je respecte tous les entrepreneurs, hein, mais après, j'ai l'impression que c'est le client final, le juge de paix, quoi. C'est lui qui dit, moi, ce service-là, je le trouve plus, plus commerçant que l'autre. Ouais. Mais vous avez tout à fait le droit de répondre. Oui, enfin, moi je veux bien qu'on aille jusqu'au bout. Bon, il y a quand même des réglementations qui ne sont pas que stupides. Si on évalue les médicaments pour éviter un certain nombre de soucis, et on a eu quand même des ennuis, c'est que ça a une utilité. Si on permet à n'importe qui faire n'importe quelle condition et faire de la nourriture avec n'importe quoi, dans des conditions d'hygiène, n'importe quoi, oui, moi je veux bien qu'on revienne en arrière. On accouche aussi à la maison, et puis on retourne à la ferme manger dans le purin, quoi. Enfin, vous avez raison, c'est pas ce qu'il faut faire. Par contre, j'en rajoute un peu pour le fun. Vous avez raison. Non, puis on nous avait demandé d'être un petit peu dans la. On vous a rien demandé, hein, vous êtes libre. Je dis, ouais, ne soyez pas tous d'accord. Oui, si. Non, mais par contre, vous avez raison. Il faut surtout pas critiquer ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut préserver. Par contre, vous voyez, malgré toutes les protections, malgré un certain nombre de réglementations, on se retrouve effectivement avec des produits de très mauvaise qualité dans la grande distribution. Vous avez parlé du cheval, vous avez parlé de certains produits. Donc, vous voyez, les consommateurs, si vous voulez, sont au courant de ça. Donc c'est là où, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut être quand même un peu juste pour savoir où est la vérité. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut être hyper honnête. Ouais, enfin, pour reparler de la viande de cheval, parce que je pense qu'elle me poursuit, cette viande de cheval. Je pense que c'est un accident. Quand vous regardez le milliard de produits qu'on vend aujourd'hui dans nos magasins, le niveau de sécurité qu'on arrive, parce qu'effectivement il y a des normes, mais les normes elles sont propres aux industriels, aux transporteurs qui nous amènent les produits. Enfin, on a su aujourd'hui créer un réseau de confiance et de sécurité alimentaire qui est quand même assez unique. Et je partage assez ce que disait le professeur à l'instant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse n'importe qui faire n'importe quoi, il y a quand même des limites. Et la première limite, c'est peut-être de savoir-faire. Je veux dire qu'un artisan aujourd'hui qui fait un bon produit avec des normes d'hygiène et qui est contrôlé, qui paye pour être contrôlé, parce qu'il faut être payé pour être contrôlé. Aujourd'hui, si le voisin fait le même type de pâté et le commercialise, je suis pas certain que la concurrence soit tout à fait loyale et que ça apporte quelque chose en plus aux consommateurs. Je me tourne vers la salle. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? On a encore 3-4 minutes si vous le souhaitez. Si vous souhaitez soulever une question qui n'a pas été abordée durant cette table ronde. Je ne vois pas de main se lever ici. À gauche, au milieu de la salle, s'il vous plaît. Et donc, dans un instant, les étudiants qui ont planché toute la journée nous rejoindront pour nous présenter les projets qui sont sortis de leur géniaux cerveaux. Gilles Querini, je me suis intéressé de près à des questions de pôle de compétitivité, mais plutôt dans le monde industriel de l'automobile. Mais tout se transpose. En fait, quand j'ai aussi travaillé en Haute-Saône avec des professionnels de l'e-commerce, on s'est vite rendu compte qu'il y avait, et ça a été un peu évoqué tout à l'heure, une articulation nécessaire avec la logistique. On en était même à avoir plus ou moins inventé ou associé le terme d'e-logistique. Alors je pense que dans les métiers qui sont les vôtres, il y a absolument une articulation nécessaire. Donc ça a été évoqué à un moment donné par rapport à l'organisation, au drive, toute une série d'éléments. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà des métiers de l'e-commerce, une véritable innovation dans le domaine de la logistique à trouver et qui aille aussi vite dans les nouvelles formes de commercialisation que celles qu'on peut, dans certains domaines, voir en matière d'e-commerce? Alors, il y a déjà beaucoup d'innovation. D'innovation ou de réponse pragmatique. Quelqu'un évoquait tout à l'heure les casiers. Je crois que c'est un bon exemple. Encore une fois, je vais renvoyer vers Decathlon parce que Decathlon on a mis aussi en place et c'est assez intéressant comme concept. Donc il y a déjà un vrai travail. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés dans les problématiques de logistique du dernier kilomètre, que ce soit effectivement par la diversification des modes de livraison, donc les points relais, les casiers,
Alors, si on veut vraiment parler d'innovation, je peux vous renvoyer vers un sujet auquel on participe. Donc, il y a un concept qui a été lancé par un chercheur qui s'appelle l'Internet physique, et donc qui réfléchit effectivement à des nouveaux modèles de logistique. Donc, c'est une initiative et une invention et une approche franco-canadienne. Je crois qu'il y a une conférence d'ailleurs en juin, au début juillet, sur Paris sur le sujet. Et là, on est vraiment dans une logique de rupture qui essaye d'imaginer effectivement. Et si je reprends Uber pour refaire le lien, on n'a pas été sponsorisé, je vous rassure. C'est qu'on pourrait même imaginer que les derniers kilomètres ou les dernières centaines de mètres pourraient être aussi faits par des véhicules personnels. C'est une des hypothèses. Et on imagine très bien, vous disiez, demain vous avez des casiers, c'est la voisine qui vient chercher ou le voisin qui vient chercher le produit et qui le ramène jusqu'au client final. Donc il y a encore il y a des choses très pragmatiques qui se mettent en œuvre là au quotidien. Il y a des vrais défis, sachant que plus les volumes augmentent et plus c'est un peu plus facile, mais ça pose d'autres problèmes en termes de logistique urbaine. Et puis il y a des gros travaux de recherche et de rupture là, en termes d'innovation, tel que le sujet de l'Internet physique qui vise à repenser assez fondamentalement la manière de gérer la logistique. À moins qu'il y ait une dernière question, je pense qu'on va interrompre là cette table ronde. Pas de dernière question. Parfait, messieurs, merci beaucoup pour votre participation à